Caroline de Roveil, donc c'est comme ça qu'on dit, tu m'as dit. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ok. Tu as été 20 ans Caroline Dereau et maintenant tu as collé un nouveau nom. Voilà, j'ai connu le nom de mon nouveau mari. C'est vrai, ton nouveau mari. Ouais. Ok. Et ça veut dire qu'il y a eu un ancien mari. Il y a eu un ancien mari. On va pas commencer sur les vies personnelles, voilà, si tu veux. De toute façon, ça s'est assez vite mélangé parce que c'était mon premier associé. Ouais, paraît-il, ouais. Paraît-il. Il paraît que ça peut être compliqué d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça peut être un sujet. Ça a des avantages, des inconvénients, mais je crois que tu reviendras dessus après. Donc... Oh non, mais vas-y, dis-moi, raconte-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte écoute, non, je vais plutôt te raconter... non, mais c'est un choix... Mais oui, c'est un vrai choix. C'est un choix qu'on fait chez OVNI, sur lesquels tu vas pouvoir nous éclairer aussi, ouais, j'espère, mais il y a beaucoup de fonds et de personnes qui ne veulent pas investir dans des boîtes dans lesquelles tu as mari et femme. Oui, alors on peut le comprendre parce que c'est vrai que tu prends un risque quand même, puisque tu as une connexion qui est émotionnelle très étroite et qu'en tant qu'associé, tu ne vas pas maîtriser. C'est un risque inutile ? C'est un risque. Après, il crée de la valeur ajoutée. Moi, les premières années de la boîte, j'aurais jamais créé la valeur que j'ai créée si mon ex-mari n'avait pas été là. Donc, je pense qu'après, c'est vraiment une question de sentir en fait les personnalités que tu as autour de toi, leur équilibre, leur capacité à créer plus de valeur à deux que si l'un et l'autre sont séparés en fait. C'est quelque chose qu'il faut réussir à évaluer. Après, c'est un risque naturellement, et surtout quand les gens sont jeunes. En fait, la question c'est plutôt la maturité du couple et l'endurance qu'ils ont eue, c'est-à-dire éventuellement les épreuves qu'ils ont eu à partager avant. Est-ce que tu crois que les jeunes ont plus de chances de se séparer que les vieux ? Oui, parce que c'est pas qu'ils sont plus vieux ou plus jeunes, c'est qu'ils ont forcément rencontré plus de problèmes. Donc c'est pas vieux au sens de l'âge, c'est vieux en termes d'expérience, de durée de vie à deux et d'avoir été capable de pouvoir supporter quelques secousses avant et savoir si t'es résilient dans le temps ou pas à deux ou pas. Voilà. Mais je dirais que la vie est pas tranchée, quoi. Mais je crois que chez OVNI, on a investi puisque j'ai le plaisir d'être LP chez OVNI et je pense que je crois que vous avez pris quelques participations comme ça. C'est une prise de risque qu'on assume. Quand on est entrepreneur, c'est ça. Quand on est entrepreneur, c'est ça, et Acceptio marche très bien. Donc, c'est une prise de risque. De toute façon, quand tu investis, tu prends des risques. La question, c'est lesquels, avec qui, comment. Il y a un moment où si tu me dis, tu peux investir dans Facebook en 2007, qu'il soit avec ou non en couple, tu te dis, bon, peut-être que c'était pas un mauvais... bon, il était pas en couple en l'occurrence, mais tu vois ce que je veux dire. Après, chez vous, avant qu'on... J'aime bien rentrer par un angle un peu inattendu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le couple a été moteur de problèmes ? Non, d'abord le couple a été moteur de création de valeur, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Je pense que moi j'étais une fille d'assureur, tu vois, donc tu vois, je venais d'une question plutôt ceinture et bretelles, et puis en plus chez nous, tu vois, je venais d'un monde un peu mal alpha, donc les femmes, ça créait pas des boîtes. Donc, j'ai une très bonne blague d'actuaire, elle est très très mauvaise, mais c'est un actuaire qui nous a raconté ça récemment dans un club de bootstrappers. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du club Bootstrap. Et raconte, donc ceux qui connaissent l'assurance savent ce que c'est les actuaires, ils calculent un peu les risques, et puis il nous raconte, je suis allé à la chasse avec 2 actuaires, puis il y a une perdrix qui s'envole, et puis il y en a un qui tire un tout petit peu à droite, l'autre qui tire un tout petit peu à gauche, puis il se regarde, il dit c'est bon, on l'a eu. Parce que la moyenne du truc était putain, ça n'a pas fait rire Caroline. Je commence avec un énorme bide. Alors en l'occurrence, t'aurais pu faire au moins semblant. En l'occurrence, c'est pas ça. C'est que quand tu chasses, en l'occurrence, effectivement, généralement, il faut que tu précèdes. Mais oui, je sais. Voilà, pour tirer au bon endroit, il faut pas tirer dessus, il faut tirer avant. Voilà. Mais effectivement, j'ai pris énormément de confiance, de perte de confiance sur mon. À défaut d'avoir eu le droit de passer mon permis de chasse, j'ai eu le plaisir de suivre beaucoup de chasseurs parce que les femmes, elles rabattaient. T'as pas eu le droit. Ah non, j'avais pas eu le droit. Donc, voilà. Mais tu vois, c'est sans doute des moteurs cachés. Il y a pas mal de choses sur lesquelles tu n'avais pas trop le droit, semble-t-il, ou c'était pas naturel et que tu t'es octroyé seul, il me semble. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Mais comme beaucoup de femmes entrepreneurs, je pense. Et donc, toi, tu as créé
plusieurs boîtes, mais une principalement qu'on connaît, qui est Via France, c'est ça? Tout à fait. Tu peux me raconter dans quel contexte et comment tu as fait ça? En fait, au départ, j'étais business angel. Moi, tu vois, j'étais tout frais. Comment on commence business angel? Il faut avoir de l'argent? Alors, j'en avais pas tant que ça, puisque c'était toutes mes économies. J'avais 30 000 balles. Okay. Et en fait, moi, historiquement, j'avais un parcours de prépa, école de commerce classique. J'avais travaillé pour le groupe Danone à La Réunion. J'avais pas mal bourlingué en Afrique, parce que j'avais fait pas mal d'humanitaire. Et les années Internet démarrent, 98, 99, 2000, tu vois, c'était la grande fiesta. Et je voulais monter un truc, je sortais de mon MBA et je voulais absolument créer une boîte, mais je ne savais pas quoi. Donc j'ai créé d'abord HEC Startup, qui était un groupe d'entrepreneurs de start-up. Et puis je me suis dit, je vais bien trouver des entrepreneurs qui ont des bonnes idées et puis je vais me joindre à eux. Et puis un jour, j'ai croisé en fait les garçons qui avaient créé Via France, qui n'était pas en fait une société. Au début, c'était une asso de 1901 qui s'appelait France Événements. Et à l'occasion en fait du développement de l'Internet, l'idée c'était de permettre aux événements d'être actualisés en temps réel. D'ailleurs, un des premiers partenaires, c'était Blablacar, qui s'appelait covoiturage.com à l'époque, qui permettait d'aller à des festivals, tu vois, sur Internet, puisque en fait, les événements, tu les avais à l'office de tourisme sur un bout de papier. Et là, tout d'un coup, grâce à l'Internet, on rendait l'information, toi qui es un pro du contenu, accessible en temps réel, modifiable en temps réel. Donc, je ne voyais pas bien ce que ça pouvait rapporter, mais je me disais, bon, il y a des sources qui diffusent et il y a des diffuseurs qui veulent diffuser. Donc, ça doit bien rapporter un peu d'argent. Et à l'époque, moi, j'étais chez Amazon, donc je voulais quand même pas quitter. Tu étais chez Amazon? Oui, j'étais. En quelle année? C'était 99. Donc, en France? En France, oui. Donc, j'étais 2e salariée. Tu as eu des actions? J'ai eu des actions que j'ai laissées. Voilà. Mais ça a été... laissé, c'est-à-dire que tu as laissé parce que je suis partie au bout de 6 mois pour reprendre jamais rien, votre bouse. Voilà. Donc, non, j'ai investi dans Via France et 6 mois après, il n'y avait plus de cash dans la boîte et donc j'ai repris la gérance avec 12,5% du capital. Alors, est-ce que tu aurais mieux fait d'investir dans Amazon, peut-être? Écoute, j'ai jamais recalculé, mais je pense que non, de manière évidente. Alors, ça a été la grande déception de mon père qui, pendant des années, me disait « Mais là, tu serais patronne Europe ou je ne sais quoi. » Et ce qui est, à mon avis, peu probable, parce que j'étais beaucoup trop indépendante d'esprit. Mais la réalité, c'est que non, le chemin a été plus sinueux, mais à mon avis, le leverage plus intéressant malgré tout et malgré la valeur d'Amazon, qui reste une super belle boîte. C'est quoi Amazon en 99 ? En France? En France, c'est rien, t'as rien. À côté, quoi, dans t'as un rien. Chez un Régus ou un truc comme ça. Voilà, et on achète des bases de données, on scanne des bouquins à la mano. On scanne des bouquins. Tu scannes des bouquins. Pour avoir les ISBN des bouquins, voilà. Pour recenser et créer de la base de données. Donc, ça m'a donné des idées de base de données après pour Via France, puisqu'on est devenu la première base de données française, puis européenne, puis mondiale d'information touristique événementielle. Et qui m'a permis de vendre en B2B en fait, ces contenus à des grands acteurs comme Accor, comme Eurostar, comme Air France, voilà, comme des grands acteurs mondiaux du travel notamment. Donc ça, tu l'as racheté, mais à quoi là-bas? Alors en fait, je n'ai pas racheté, donc j'ai investi comme business angel. Et puis 6 mois après, les mecs, ils avaient bouffé le cash qu'on avait mis dedans. Et mon associé, qui n'était pas encore mon mari, mais qui était un ami, a mis de l'argent en même temps que moi. Et puis 6 mois après, quand il a vu qu'il n'avait plus de cash, il me dit « T'es sympa, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, je dis, t'as pas accepté de perdre en fait. Voilà, j'ai pas accepté de perdre. Et pourtant, j'avais pas beaucoup, puisque 12,5, tu vois, tu fais pas la révolution, quoi. Donc je suis montée à 25 points, c'est-à-dire j'ai repris la gérance. Enfin, j'étais toujours minoritaire. Hein, et t'apprends à compter jusqu'à 51 à ce moment-là. Je te confirme, on en parlait juste avant. On est toujours mieux à 51. On est toujours mieux à 51. Ok. Et comment t'es resté à 25 après, du coup, jusqu'au bout? Non, bien sûr que non, puisque la boîte, elle a duré 18 ans et j'en avais pas loin de 70% quand j'en suis sortie. Comment on remonte au fur et à mesure comme ça? Il y a des techniques pour ça que j'ai apprises. Notamment, on a fait un coup d'accordéon. Tu vois, quand la boîte va pas bien, tu réduis le capital de l'entreprise. Là, comme par hasard, plus personne ne veut remettre. Et puis ensuite, tu réaugmentes le capital. Voilà. Ça marche assez bien, mais encore faut-il avoir la confiance des associés qui sont prêts à remettre. Encore faut-il avoir le pacte d'actionnaires qui va bien, qui te permet de le faire. Encore faut-il avoir des clients qui croient encore en toi quand la boîte tangue. Sur un coup d'accordéon, on est d'accord, il y a quand même des laissés pour compte. Hein. Les anciens investisseurs qui ne remettent pas au pot, ils se font rincer au passage. Ouais. En tout cas, c'est pas ça, c'est que tu leur donnes la possibilité de souscrire. Bon, nous, le contexte était un peu particulier parce qu'ils avaient essayé de me dégager. Ce qui était de bonne guerre parce que franchement, j'étais plutôt assez mauvaise. J'ai découvert, tu sais, quand tu sors de grands groupes, tu es chez Amazon, tu as été directrice
Corporate and Business Development Director. J'avais the title, tu vois. Et je me baladais avec ma carte de visite, très fière de ce que j'étais, mais enfin, je ne savais pas faire grand-chose. La réalité, c'est que quand je suis arrivée chez Via France, il fallait faire un business plan, je savais à peine le tenir. Il fallait faire un plan marketing, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, la réalité, c'est que je n'étais pas formée et que je me suis auto-formée. Donc, effectivement, tu peux avoir des actionnaires qui peuvent être motivés à te sortir de manière tout à fait raisonnée, raisonnable. Et puis j'ai eu beaucoup de chance dans mon chemin, puisque en fait, il y a eu un des associés qui était un grec qui était assez extraordinaire et qui a fini par réunir tout le monde. Ils étaient prêts à me dégager. Et puis il a dit, bon, moi, ok, je veux bien dégager la Caroline, là, mais au SMIC, j'en connais aucun qui prennent la mallette et qui vont vendre. Donc, qui est prêt à prendre la lead avec le SMIC et la mallette? Et là, voilà, ça a retourné la situation. Toi, tu étais là, c'est passé dans une salle Non, j'étais pas là, ça m'a été raconté. Okay. Voilà, et puis après, on s'est dit quand même qu'on avait chaud aux fesses. Quand je dis on, puisque tu as toujours un collectif derrière toi, le dirigeant n'est pas tout seul. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a essayé de motiver, trouver d'autres associés, futurs actionnaires, qui seraient capables de pouvoir croire dans l'histoire. La réalité, c'est que une entreprise, c'est beaucoup de haut, de bas. Tu en témoignais off record juste avant. Ma vie n'est tu vois, voilà. Qu'une trajectoire vers l'espace. Et voilà. Et en fait, c'est assez l'endurance que ça demande, c'est assez intéressant parce que tu te testes, tu progresses. Ce qui est important, c'est aussi de laisser le dirigeant progresser dans ses erreurs. Souvent, on est un peu impatient quand on est actionnaire, et moi, je le suis encore aujourd'hui quand je suis business angel. Mais voilà, enfin, c'est un chemin. T'arrives à pas être trop chiante quand t'es impatiente ? Écoute, oui, sans doute, je le suis, mais en fait, je le perçois moins que les autres le perçoivent, sans doute. Après, je pense que j'ai eu un fort taux d'exigence parce que quand tu es minoritaire et que tu diriges ta boîte, en fait, tu peux être foutu dehors tous les 4 matins. Tu vois, c'est pas comme tu démarres avec tes 100%, puis tu te dilues, tu lèves tes fonds, tu te bats pour garder ta majorité ou avoir tes 2 associés avec qui tu gardes la majorité. Moi, j'étais minoritaire et même avec mon premier associé qui est devenu mon mari, tu vois, on avait 30 points à 2. Donc, voilà, il fallait que ta création de valeur, elle soit intrinsèque au fait que tu crées de la valeur. Donc c'était source de motivation pour toi d'être minoritaire, c'est intéressant ça. Non, c'était pas une source de motivation, c'était une contrainte. Ouais. Et de cette contrainte, j'en ai fait une force parce que, en fait, t'as l'impérieuse nécessité de créer toujours plus de valeur que tu n'en créerais si tu étais chez toi et qu'il y a des matins, tu as envie de te lever. Ou voilà, ou que... Tu n'avais pas mis une clause à la Elon Musk, tu sais, tu vois ce qu'il avait fait sur la valeur. Alors c'est sûr, il fallait être coté, mais avec ce que j'appelle la clause moonshot, quoi. Si jamais j'atteins tel objectif, eh ben, je remonte à 55 ou à 60%. Oui, non, j'avais pas ça. En France, ça passe pas trop bien, ces clauses-là. Non. C'est con, quand même. Est-ce que c'est con, pas con Lui, il avait lu, c'était si la boîte est valorisée plus de 100 milliards X mois d'affilée, je sais plus combien, il récupérait 20% de la boîte en plus. Ouais, bon, c'était sans doute très smart, mais tu vois, il y a un truc qui est important dans la vie, mais après, ça touche à tes valeurs, on les évoquait tout à l'heure aussi à Freecord, c'est la loyauté contractuelle que tu dois. En fait, une entreprise, elle est faite de 3 parties prenantes essentielles. Tu as les actionnaires, les salariés et les clients. Voilà. Et fondamentalement, dans ce triptyque, en fait, les gens, ces 3 parties prenantes, elles tirent à l'inverse. En fait, les clients, ils veulent toujours plus de services moins chers. Les salariés veulent toujours plus de salaire pour moins de travail. Et puis, le capital, il veut la meilleure rentabilité pour le moins de capital investi. Donc, fondamentalement, quand tu es dirigeant, tu es tiraillé au milieu de ces 3 parties prenantes. Et l'essence même de la réussite, de mon point de vue, et ça a été celle de Via France, même si j'ai démarré minoritaire et que j'ai fini par remonter le capital, parce que c'est pas juste des coups mécaniques, de coups d'accordéon, pas coups d'accordéon, c'est qu'à un moment, des gens te font confiance, malgré l'adversité et les éventuelles erreurs que tu as pu faire, pour continuer à croire en toi et à continuer à investir en toi. Parce qu'il y a bien un moment, il faut qu'il y ait des gens qui remettent au pot. Et ça n'est possible que si tu as une loyauté contractuelle dans ta relation avec tes clients, avec tes actionnaires et avec tes salariés. Loyauté contractuelle. Ouais, une loyauté. Tu peux avoir une loyauté non contractuelle aussi. Non, mais en l'occurrence là, tu es quand même régi par les contrats, un contrat client, un contrat de travail. Effectivement, bien sûr. Et même si tu n'as pas de contrat, naturellement. Et ta loyauté, parfois, elle se passe Dieu dans les yeux. Et qu'est-ce qu'a fait la diff à un moment ? Qu'est-ce qu'a fait que Via France
Parce que là, on a l'impression que tu as bien galéré, mais il y a un moment où quand même ça s'est mis à décoller bien. Alors, en fait, ce qui a été assez smart, c'est que globalement, nous, on produisait du contenu. Et on venait d'un monde où on avait Lonely Planet, Guide du Routard, enfin des gens qui travaillaient sur le papier. Et la technologie, tout d'un coup, nous permettait d'aller aspirer des contenus, d'aller négocier des droits de manière automatisée, d'aller retraiter des photos, de traduire de manière beaucoup plus... Donc, on a processisé, en fait, de manière très intelligente, je pense, chaque millimètre de la production. On a étudié au millimètre vraiment le coût unitaire de chaque étape pour faire en sorte que le coût de revient unitaire soit le meilleur possible et qu'in fine, le leverage de création de valeur qu'allaient faire nos clients allait être là. C'est-à-dire qu'on n'était pas là juste pour produire des contenus pour qu'eux-mêmes juste marketent leur image, leur marque, etc. Mais parce que derrière eux-mêmes allaient tirer de la valeur que j'allais pouvoir évaluer. Est-ce que tu peux me les expliquer concrètement, ces millimètres ? Où est-ce que tu gagnais cette valeur ? Comment ? Enfin, pour moi, c'est virtuel. Alors tu as raison, c'est pas très concret. Donc nous, qu'est-ce qu'on faisait ? On agrégeait en fait des contenus qui venaient d'offices de tourisme, de MJC, donc, tu vas dire, il y a la grande exposition de je sais pas quoi à l'aquarium de Cherbourg, etc., de telle date à telle date, avec en plus tel jour, machin. Ok, tu reçois ça. Donc je reçois ces contenus. D'abord, le premier en digital ou en papier ? En digital. Okay, digital, bien sûr. On négocie les droits. Enfin, tu me diras, j'ai connu une période où j'avais même des vieux patrons d'office de tourisme qui venaient avec des fax jusqu'à Chevier France, qui étaient dans un hôtel, pour la petite histoire. Et donc, on agrégeait ces contenus de manière automatisée. Et ces contenus, d'abord, ce qu'on faisait, c'est qu'on négociait des droits. Des droits qui nous permettaient de rediffuser ces contenus-là. Donc on n'achetait pas des droits, mais on avait l'obligation contractuelle, une fois qu'on avait agrégé ces droits, de rediffuser, c'est-à-dire d'en faire la promotion. C'est intéressant parce que tu dis c'est des contenus promotionnels. L'objectif, c'est qu'ils soient diffusés à fond. Donc, tu te dis, moi, j'aurais même pas négocié de droit, en fait. Tu dis, oui, mais en fait, sur des photos, parce que nous, derrière, ce qu'on faisait, c'est qu'il n'y avait pas que les photos, c'est-à-dire que bon, là, on rentre un peu dans la technique de la production de contenu, mais on concédait des droits. Donc, on nous cédait des droits. Et derrière, on crée une œuvre collective qui était une base de données. Et cette œuvre collective, on concédait des droits d'accès à cette base de données qui permettait aux clients de faire joujou avec nos contenus. Donc, évidemment, quand, je sais pas, tu négocies avec les JO, les fameuses... cercle olympique, si ça se retrouve chez France 3 ou chez Europcar ou chez Accor ou chez Vuitton, puisque c'était nos clients, évidemment que tu as intérêt à ce que tu sois bordé de bout en bout. Et d'ailleurs, tu peux avoir des concurrents qui peuvent s'amuser à te mettre des faux contenus, puis ensuite prétendre que tu n'as pas les droits. Et ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ouais. Donc, où est-ce qu'il part qu'est-ce qui devient, qu'est-ce que t'en fais, cette grand festival à l'aquarium de Cherbourg ? Eh bien, en fait, je vais le qualifier, je vais lui expliquer pourquoi il est vachement intéressant et surtout, tu vas mettre les dates dans une case, tu vas mettre les trucs. Surtout, là, il y avait plus des dizaines de qualifiants qui te permettent de dire, tiens, lui, on va pouvoir le mettre dans un fil enfant, ou un fil luxe, un fil ceci, un fil cela. On va géolocaliser cette information, on va la chronolocaliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'interfacer avec les horaires de train, par exemple, pour faire en sorte que de gare à gare, je puisse te dire, voilà ce qu'il y a à faire près de chez toi, à moins de 45 minutes, porte à porte, train compris. Donc, on allait interfacer nos contenus avec, par exemple, les trains de la SNCF. Donc, on va vraiment ultra qualifier l'information. Et d'ailleurs, en matière de base de données et de data, on parle beaucoup de data, mais en fait, la data, elle a toujours existé. Et plus elle est raffinée, plus elle est puissante. Encore faut-il derrière que tes clients puissent utiliser cette puissance. Et donc, nous, on avait développé toute une banque de ce qu'on appelle des web services, donc des outils qui permettaient à nos clients de pouvoir se connecter en temps réel à notre plateforme pour paramétrer les flux dont ils avaient besoin. Je sais pas, moi, si tu as des hôtels à Sydney, d'avoir tous les contenus pour Sydney, mais que si j'ai un mec qui est passionné d'équitation, je vais pouvoir lui dire, tiens, il y a des Equidays ce week-end en Normandie, et je suis à Accor-Hôtel, mon hôtel est plein du mardi au jeudi. Je veux que les mecs restent le vendredi, samedi. Voilà, je vais lui pousser les Equidays, parce que je sais que par ailleurs, il est fan de cheval, parce que dans ma newsletter, il a qualifié qu'il avait des centres d'intérêt loisirs autour du cheval. Donc derrière, c'est la personnalisation et c'est l'hyper-qualification. Et ça permettait à nos clients, avant, pendant et après le voyage, de pouvoir... avant, c'était le SEO, donc tout ce qui était référencement naturel qui permettait de remonter les contenus de manière automatisée, de manière très, très, très efficace. Pendant... une fois que tu es sur le site, tiens, pourquoi je vais aller là ou là ? Et puis après, en CRM, de manière automatisée. Ce qui est pas mal dans un modèle comme ça, c'est que finalement, tout à l'heure, je me suis dit, c'est marrant, Caroline, elle me dit, il y a 3 parties
Il y a les clients, il y a les collaborateurs, et tu m'as dit quoi ? Et les actionnaires. En fait, je me suis dit, c'est marrant, elle oublie les fournisseurs. Mais en fait, dans un business comme le tien, il n'y avait pas vraiment de fournisseurs. Je veux dire, en tout cas, les offices du tourisme, etc., ils te vendent rien, entre guillemets. C'est un très bon point sur le fond, parce qu'effectivement, les fournisseurs sont une partie prenante clé. C'est vrai que nous, ils ont été très, très importants. Mais ils ne te vendent rien. En fait, c'est quasiment toi qui leur rendent service, quoi. Tu leur rends service, mais encore faut-il qu'ils y adhèrent, parce que voilà, c'est aussi toute la problématique qu'on a eue à... Il y en a qui ne voulaient pas bosser avec toi ? En fait, c'est pas qu'ils voulaient pas bosser, c'est qu'ils étaient méfiants de savoir ce qu'on faisait de leur information. Et puis, quelque part, ils se retrouvaient eux-mêmes concurrents, puisque dans les années 2000, on découvrait l'Internet, tu vois. Donc, les offices de tourisme, ils n'étaient pas très branchés. Mais quand ils ont commencé à avoir des sites d'audience importants, ils commençaient à se retrouver eux-mêmes en compétition. Ah bah oui, parce que quand tu tapais Aquarium de Cherbourg, Festival de je sais pas quoi, et ben en fait, tu étais numéro 1 sur Via France, et eux, ils étaient numéro 2, numéro 3. Voilà. Okay. Donc, alors, en l'occurrence, on était en capacité de faire des contenus spécifiques pour chacun de nos clients sur un même contenu. Là-dessus, t'aurais eu du chat GPT, t'aurais été heureuse quand même. Hein. Ça t'aurait bien aidé pour faire de la réécriture et des choses comme ça, j'imagine. Bah, écoute, le monde du contenu a déjà change effectivement de manière radicale en ce moment, oui. Ok, et donc, qui te l'achetait ? Qui étaient tes clients ? Quels étaient tes coûts et qui étaient tes clients ? Tes coûts, c'était tes collaborateurs, les gens qui rentraient ces bases de données, qui qualifiaient tout ça, j'imagine. Il y avait un peu d'automatisation, beaucoup. Voilà, il y avait de la techno. J'avais 10 ingénieurs en informatique quand même dans la boîte. Donc la dimension technique, elle était quand même à forte valeur ajoutée, parce que dès qu'on pouvait optimiser un process, et puis bien sûr les coûts humains, puisque c'est des boîtes de services. Et puis, donc voilà, donc ça, c'était l'essentiel de ma structure de coûts. Et derrière, les clients, c'était des grands acteurs... pour 50% du chiffre d'affaires du tourisme. Donc des Accor, des Accor, des SNCF, des Air France et autres. Et puis beaucoup dans l'hôtellerie. Et puis le reste, c'était beaucoup d'acteurs de la distribution, enfin des gens qui avaient besoin de géolocaliser le contenu à proximité autour de leur point de vente, que ce soit un magasin. Tu vois, tu avais une fiche sur le Leclerc du coin, tu n'as rien à dire. Bah, moi, je vais te donner tous les événements, les brocantes, tous les contenus chauds qui vont permettre à ta fiche statique de pouvoir remonter dans les moteurs de recherche. Et oui, t'achetais quoi ? T'achetais un abonnement ? Et il m'achetait de la perf. Non, je dis ça en riant, mais oui, il m'achetait un abonnement. C'était des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour les plus longs. Donc ça, c'était du pur MRR, comme on aime le dire. Monthly recurring revenue, revenu récurrent mensuel. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils m'achetaient ? Quand je te dis ils achetaient de la perf, c'est-à-dire que moi, quand je vendais du contenu, face à moi, j'avais beaucoup face à nous, on avait beaucoup d'agences de com qui vendaient du branding, de la com, etc. Et nous, on venait du digital, donc on était très perf-orientés, et surtout dans le travel où les coûts de revient sont très faibles. L'enjeu pour eux, qui achetaient beaucoup de mots-clés, si tu veux, c'était de faire descendre le coût de revient et surtout le coût d'achat du visiteur. Et nos contenus étant parfaitement ciblés, parfaitement géolocalisés, parfaitement adaptés, si tu veux, à la problématique du client et à sa marque, ça leur permettait de performer pour remonter dans les moteurs de recherche, et ça leur coûtait moins cher de nous acheter du contenu que d'acheter des mots-clés sur Google. C'était intéressant. Donc une forme de communication, de promotion. C'était du contenu tiède chaud, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Périmé. Hein, donc c'est intéressant, c'était dans un business de flux, donc ils doivent toujours être clients, parce que sinon ton contenu, il n'a plus de valeur. Voilà. Quoi. Et puis après, tu as du fine-tuning, parce qu'évidemment, la durée de vie d'une exposition permanente dans un musée, c'est pas la même durée de vie qu'un concert un soir. Donc dans le mix produit, tu vas fine-tuner pour regarder jusqu'où tu peux aller dans des contenus chauds, moyen chauds, froids, pour que ton coût de revient soit le plus optimisé possible. C'est là où je dis que c'est du travail de haute couture, en fait, en termes de rentabilité. Combien de chiffre d'affaires se générait ? C'était une PME. On était vraiment sur une verticale. On faisait 3,5 millions, 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Mais... En revanche, tu avais un EBITDA de ma boule, je crois. Oui, entre 1 et 1,3. 1 million, 1,3 million, oui. Ouais, ok. Donc, un tiers, quoi, quasiment. Ouais, c'est cool, ça. Et ça, c'est arrivé quand, cet EBITDA et ce chiffre d'affaires, à la toute fin, la boîte, elle vraiment... moi, je l'ai reprise 5 juin 2000. 2002-2003, elle a failli aller à la baille. Et puis, comme toujours, on a signé... on s'est mis 5 leaders. Et on a dit, bon, allez, si on en signe 3 des 5, on continue. Sinon, on arrête nos conneries.
Et puis, parce qu'on a été au SMIC pendant 3 ans, hein. C'était les années un peu difficiles des années Internet, parce qu'il y avait les années folles, et puis après on est rentré, et puis ça s'est arrêté. J'ai commencé à ce moment-là. T'as connu ça. Bon, donc, plus personne, tout d'un coup, tout le monde voulait de l'Internet, puis après, plus personne en voulait, tu vois, c'était le digital de old school. Et puis, finalement, tu prends tes 5 leaders, tu les gagnes. Donc, finalement, tu dis, c'est un peu comme quand tu remets une pièce dans une machine à sous, tu dis, bon, quand même, on n'a pas fait tout ça pour rien. Bon, donc on a continué. Et ce qui était assez beau dans le modèle, c'est qu'on avait signé à la fois des sources d'information, c'est-à-dire des régions, des institutionnels, des publics, qui étaient prêts à nous payer pour mettre en avant sur certains sites médias clients comme TF1 ou autres ou Yahoo pour lesquels on baissait. Et puis de l'autre côté, on avait des diffuseurs qui nous achetaient ce contenu. Okay. Donc ce double modèle était quand même vachement intéressant. Donc on a continué ainsi et ça nous a motivés à continuer l'histoire. Mais les choses ne sont pas simples. Et tu me disais 3 millions et quelques, ton premier million de chiffre d'affaires, il est arrivé quand ? Premier million, il est arrivé en, je te dis, 2005, 2006. Ok. Tu vois ? Okay. Donc ça a été long, la traversée du désert, les 3 premières années. Ouais, et puis ton deuxième, du coup, de CA, c'était plutôt 2010, et puis troisième, 2015, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire... Non, c'était même avant, parce que ça s'est accéléré. À partir du moment où on avait trouvé cet effet de levier avec le SEO, les clients voulaient vraiment notre service parce qu'on avait une valeur ajoutée qui était technologique derrière le contenu, alors que les agences de l'époque étaient encore très dans la fourniture de contenu. On va prendre un outil de gestion de contenu, on va saisir le contenu chez vous, monsieur le client. Tu vois, ils étaient un peu old school. Donc nous, en fait, on était très en avance. Donc c'est le problème des boîtes quand elles sont en avance de phase. On était finalement en avance de phase dans les années 2000 où on était encore en train d'avoir les pelles et les pioches avec les Documentum et tous ces outils-là. Et nous, le contenu, finalement, on était une couche très élevée en fait, d'informations. Mais après, c'est quand l'eau a monté, comme tu vois, t'es dans le désert, t'es dans ton bateau, il n'y a pas de flotte, donc ça flotte pas. Et puis tout d'un coup, l'eau commence à monter. C'est hyper intéressant parce que moi, j'étais dans des contenus, je te racontais tout à l'heure, pas le même type de contenu, des contenus plus show, news, donc... c'est intéressant parce qu'ils perdent la valeur encore plus vite. C'est-à-dire que la news, tu vois, potentiellement en 24 heures, 48 heures, ça vaut 0. Tu peux passer d'un truc très très cher, mais très cher en centaines de milliers d'euros, à 0. Ouais, ça c'est très frustrant. C'est très chelou, mais j'ai vécu des trucs où en fait, imagine, tu as un événement mondial dans lequel il n'y a pas de photos et pas de vidéos. J'ai du mal à imaginer, s'il est mondial. Non, mais en fait... Alors moi, par exemple, je te donne un exemple qu'on a eu. On a eu c'est pas mondial, mais pour le coup, ça avait fait un tsunami à cette époque-là. J'en ai eu plusieurs. Mais si, Jérôme Kerviel. Donc le trader, trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel, qui fait son arnaque, pas son arnaque, c'est pas une arnaque, mais je sais pas, il a fait n'importe quoi, il a tradé, je crois que c'est plus 3 ou 6 milliards de perdus pour la Société Générale. Bon, Jérôme Kerviel, il fait ça, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, le monde entier, vraiment. Et puis, ça sort un vendredi. Et le samedi, le dimanche, t'as que une image de Jérôme Kerviel, c'est sa petite photo. Il n'y avait pas de réseaux sociaux trop à l'époque, on est en 2007. Il y a juste sa petite photo de la cantine, quoi, tu vois, de la carte de la Société Générale. Et nous, on a dans cette boîte que j'avais à l'époque qui s'appelle Citizenside, on avait un contributeur qui habitait en face de la brigade financière. Et il se met à filmer, à shooter toute la nuit Jérôme Kerviel. Géant. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que... Bon, il était en garde à vue à ce moment-là. Ouais. Et moi, je reçois les images. Et là, tu commences à négocier, mais tu te dis... Donc là, elles valent très très cher. Parce que les journaux, ils veulent parler de Jérôme Kerviel, ils n'en peuvent plus de cette image. Alors, ils vont filmer les locaux de la Société Générale, ils vont filmer des collègues et tout, mais ils n'ont pas sa gueule, quoi. Et à un moment, tu vas leur proposer ça. Puis tu vas essayer de proposer des exclus, etc., etc. Mais à tout moment, tu peux avoir un autre Gus qui débarque et qui dit « Hé, moi je suis un super pote de Jérôme Kerviel, j'ai tout son album photo. » Tu vois, enfin, je dis une connerie, mais voilà. Bien et là, ton truc qui... perd la valeur directe. Mais il peut littéralement valoir plus rien parce que la qualité, c'est filmé plutôt de nuit, c'est pas terrible, c'est pixelisé, etc. Et donc là, ton truc passe de quelques centaines de milliers à 0. Et c'est hyper intéressant, tu vois. Bon, tout ça pour dire que... long story short... On était dans ces moments-là sur des trucs où on avait des expertises potentiellement assez rares. On sentait que ça avait de la valeur beaucoup. Les gens le sentaient pas forcément autour de nous. Je sais pas, toi, moi, mais... Et puis tout ça est monté. Aujourd'hui, tu as cette expertise. Si je te remets 10 ans plus tard,
Où est-ce qu'il faut se mettre dans ce game aujourd'hui? Qui sont ces gens qui connaissent ça, etc., et qui ont entre les mains un truc qui est le truc d'avenir, selon toi? En contenu? Non, en ce que tu veux. Ah oui, voilà, en tout cas, pour ce qui est du métier, c'est sûr que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle qui va te permettre, là, tu vois, rien que la préparation de cet entretien, où je crois qu'Arnaud, clac, il mettait un bout de ma bio et clac, il avait les questions qui étaient directement produites. Si tu veux, par rapport à nos métiers, tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle va quand même créer des ruptures très, très importantes, et en même temps des opportunités fantastiques de création de valeur, puisque globalement, tu vas réduire les coûts de production, enfin, tu vas augmenter la productivité, réduire les coûts de production de manière astronomique, et ça sera peut-être, dans cet environnement politique un peu compliqué qu'on a, une des réponses, si on est assez intelligent, de redistribution de la valeur, parce que les marges des entreprises devraient être telles, avec l'intelligence artificielle, qu'il va falloir à un moment, et la question se pose à nous en tant que capitaliste, en tant que démocrate, de savoir si on est en capacité de redistribuer plus et un peu moins au capital et plus au travail, puisque le travail va produire moins de valeur intrinsèquement, c'est-à-dire qu'on aura besoin de moins de personnes, parce qu'on aura des outils qui vont nous permettre de pouvoir produire 15 fois plus vite, 15 fois plus fort. L'hiver des cols blancs, quoi. C'est l'hiver des cols blancs, pas que, parce que, je sais pas, quand tu es comptable et que tu fais de la saisie comptable, est-ce que tu es vraiment un col blanc tu vois, pas un col bleu, c'est par opposition, tu as quand même oui, souvent dans un bureau. C'est vrai, mais l'intelligence artificielle, elle va venir dans les process de fabrication, dans les process logistiques, elle vient partout, elle va s'instaurer partout. Donc là-dessus, je t'invite à lire un super bouquin que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle à l'ère de l'intelligence artificielle de Kai Fu Lee. Qui m'avait été recommandé par un mec qui était très pro de l'intelligence artificielle, et dans son bouquin il t'explique que voilà, on va aller vers un monde où il va falloir qu'on pense sérieusement à un revenu social, et qui permettra aux gens qui n'ont plus de boulot de pouvoir continuer à contribuer de la valeur, mais de la valeur autrement, c'est-à-dire une valeur plus associative, plus humaine, plus relationnel, parce que tu remplaceras pas par l'intelligence artificielle, en revanche, voilà, les gestes d'une infirmière, des gens qui vont s'occuper au quotidien de personnes âgées, etc. Et là, on a un vrai enjeu de société dans ce tournant-là. Donc ça nous éloigne vachement des contenus, mais... Non, mais c'est intéressant. Et alors, savoir les maîtriser très fortement, je pense en effet, les brancher, les interconnecter, etc., c'est quelque chose qui, dans les prochaines années, va avoir sa valeur. 1 million et quelques d'EBITDA sur une boîte qui fait 3 millions et quelques, ça vaut 5 millions, une boîte comme ça? Non, ça vaut un peu plus que ça, mais en fait... Ça dépend de la croissance. En fait, ça dépend de la croissance. Non, mais la valeur d'une entreprise, bien sûr qu'elle est liée à un multiple d'EBITDA, mais pas que, en fait, parce que tout dépend qui te rachète, pour en faire quoi. Si ta boîte, elle perd de l'argent, mais qu'elle a un brevet incontournable dans un domaine, elle peut valoir plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, non, mais souvent, quand tu es très rentable ou bien rentable, tu as un multiple d'EBITDA. Ça dépend souvent en fonction de la croissance et aussi en fonction de la mine que tu as du sous-jacent. Si tu intéresses quelqu'un qui en a vraiment, vraiment besoin, voilà, ou qui sont plusieurs à en avoir besoin. Et puis aussi de ta capacité à leverager fort avec peu de capital en plus aussi, parce que la question, c'est qu'est-ce qui te manque au moment où tu sors un certain niveau de rentabilité, et qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, tu vas faire x3, x4, x5 très facilement grâce aux tiers qui te rachètent. Donc, je crois qu'il ne faut pas limiter la valeur d'une boîte à un multiple d'EBITDA, même si c'est quand même bien utile. Voilà. Donc, toujours quand même garder les yeux rivés sur la rentabilité. Qui t'a racheté? Webedia. Webedia, c'est bien ça. C'était Cédric Siré à l'époque? Oui. D'accord. J'ai eu la chance de le croiser sur ma route. Très bien. Ouais. J'ai pas enregistré sur mon podcast encore Cédric. Je travaille un peu où je connais Michel. Tu la connais, Benzeno, Michel? Benzeno. Super femme aussi, Michel. Oui, absolument. Incroyable. Et t'as vendu combien alors? Ça, je le dis pas. Alors, moi, je pose la question. Mais je sais. Alors, mais pourquoi je le dis pas? Pour plein de raisons. D'abord, parce que je pense que culturellement, en France, on est dans un pays où les chiffres peuvent tout de suite faire tourner les gens, la tête des gens, et te mettre dans une boîte. Pour moi, la réussite de cette boîte, elle est bien sûr qu'elle est intrinsèque, liée à un moment, à un chèque qu'on te fait.
Mais la réussite, pour moi, ça a plutôt été d'être en capacité de retourner cette entreprise dans un moment où elle était, où elle vivait un vrai choc, puisque je me suis séparée de son premier associé qui était mon mari. D'être capable de retourner cette boîte dans des conditions où j'ai eu à gérer plus de 27 procédures et où le collectif qu'on a fait ensemble, que ce soit les clients, les salariés ou les actionnaires, a été juste géant. Et ça, c'était une satisfaction, une création de valeur qui était bien au-delà de l'argent qu'on a pu percevoir, si tu veux. Donc voilà, c'est la raison intrinsèque pour laquelle je ne le dis pas. Et aussi parce que je pense que quand tu vends une boîte, tu n'as pas fini ton histoire avec elle, que tu continues à créer de la valeur derrière, que tu continues à pouvoir aussi toucher. On a nos systèmes d'earn-out qui sont efficaces. Et avec Webedia, on avait la chance d'avoir un actionnaire avec Marc Ladret de la Charrière et pas simplement Cédric Siret et Véronique Morali, qui nous permettait quand même de continuer à leverager une fois qu'on était racheté. Tu es resté longtemps ? Je suis restée 2 ans. C'était la durée syndical. Moyenne des earn-out. Contractuelle. Voilà. Ok. T'es parti juste après la fin, t'es pas resté. T'as réfléchi à rester ? Alors, il y a eu beaucoup de réflexions en fait, mais on s'est associé en fait à une société qui avait plutôt une culture pub, qui était Webedia, qui vendait de la pub et de l'espace publicitaire. Nous, on avait une culture d'éditeurs. Les éditeurs, c'est des gens un peu laborieux, tu vois, qui remettent le cœur à l'ouvrage tous les jours. Voilà, on ne fait pas moins 25% ou moins 50% sur le produit qu'on vend, mais on va essayer de vendre long. Donc, on est sur des cycles longs. Voilà. Et culturellement, on n'était pas complètement raccord dans la façon d'imaginer le business, et notamment sur la partie B2B. Mais la partie B2B n'était pas core business pour Webedia, puisqu'ils faisaient 80% de leur chiffre d'affaires en B2C. Et que moi, je suis venue renforcer la partie B2B. C'est pas relou, ça. Moi, là, on se fait approcher certaines boîtes... tu vois, qui sont des mastodontes dans un truc, et puis ils s'intéressent à notre côté podcast. Ouais. Et en fait, ils sont dans l'audiovisuel, et t'as envie de dire, mais en fait, je vais juste être le tout petit truc pas important dans votre univers. À un moment, tu te dis, c'est peut-être intéressant parce qu'au moins, ils vont pas trop nous emmerder, et je peux aller récupérer des trucs de leurs assets, et à la fois, tu te dis, mais le jour où... En fait, ils s'en foutent de ta gueule à ce moment-là, non ? Non, mais la vraie question, quand tu cèdes ton entreprise, c'est la raison d'être. C'est pourquoi est-ce que tu veux vendre ? Voilà. Oui, mais ma vraie question, c'est celle-là. Est-ce qu'une fois que tu es dedans, est-ce que c'est pas relou d'être un peu quand t'es dans le 20% du 80-20 ? Oui, mais en l'occurrence, chez Webedia, on avait la grande chance, et là-dessus, on peut remercier Cédric qui, dans sa façon de gérer, laissait les entrepreneurs très indépendants. Moi, j'étais toujours sur le cabis et j'étais quand même maître de la stratégie que je mettais en œuvre pour la boîte. Donc, et la boîte, je la connaissais par cœur. Ça faisait 18 ans que je la gérais. Si tu veux, je la bougeais à droite, je la bougeais à gauche. J'ai des collaborateurs qui m'ont suivi pendant 15 ans. On était un team soudé. On se connaissait par cœur. On connaissait tous nos forces, nos faiblesses. Donc, on était d'une efficacité redoutable. Donc, là-dessus, si tu te fais racheter par une boîte où tu as une certaine liberté, une certaine autonomie, tu vas gagner en sérénité. Moi, je me souviendrai toujours quand je suis arrivée la première fois chez Webedia, j'ai pris l'ascenseur, j'avais une bagnole de fonction. Enfin, ça n'avait été pas arrivé depuis longtemps. Et vraiment, j'ai apprécié, si tu veux, ce calme intérieur que j'avais de plus être là, à me dire qu'il fallait que j'assure le salaire de tous mes collaborateurs. Parce que quand tu es dirigeant et quand tu as une équipe de direction, de direction d'associés, tu partages quand même un niveau de stress qui est quand même élevé. Donc, tu peux quand même créer beaucoup de valeur chez un tiers en ayant, en faisant baisser un niveau de stress qui peut te donner justement de la perspective, du temps de réflexion, enfin plein de choses. Donc, la vraie question, c'est pourquoi tu t'associes, quel est le sens, la raison d'être de tout ça. Et si cette raison d'être est pertinente, il faut le faire. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. C'est pas que le cash. Ah non, alors vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est bien sûr que ça aide, bien sûr que c'est... Et chez beaucoup d'entrepreneurs, tu en interviews plein, tu vois bien qu'en fait, à la fin de la journée, bien sûr qu'à un moment, ça marque une forme de... Non, mais c'est toujours drôle, je pousse un peu là-dessus, parce que évidemment, quand on entend ça, quand tu vends, on te demande pourquoi, tu dis, ouais, bullshit. Non, mais pardon, je suis dans la provoque. Non, mais tu raison. peux te dire ça, ouais. Et à la fois... J'ai vu des gens sur mon podcast, justement, et ailleurs. Fabrice Grinda, tu vois qui c'est, Fabrice ? Oui, très bien. Ouais. Fabrice, lui, s'est assis sur un earn-out de 30 ou 40 millions de dollars parce qu'il s'est dit, mais au bout de 2 mois... Donc, l'earn-out, il devait rester un peu plus, 1 année de plus ou 2 années de plus dans la boîte. Et je crois que c'était sa première vente, je crois. Et puis c'était une bonne partie de la session. Et puis, au bout de 2 mois, il s'est dit, mais...
je vais pas perdre 2 ans de ma vie pour 40 millions, en fait. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas un monde où ça arrive, tu vois. Et il s'est dit, et c'est là où tu te dis... Enfin, tu lui as demandé combien il avait pris en first round ? Je crois qu'il avait pris peut-être à peu près la même chose. Oui, mais je me demande si c'était pas un peu moins. Mais c'est beaucoup, c'est vrai, c'est sûr. Mais tu te dis quand même, en valeur absolue, et c'est là où c'est intéressant, c'est de te dire... combien valent 2 années de ta vie ? Alors, elle ne va pas pareil si tu as déjà 40 millions sur ton compte en banque. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr, mais quand même, je veux dire, avant de refaire 40 millions, tu peux te dire, bon, je vais me sacrifier, je vais me saigner. Mais en vrai, c'est pas pareil pour tout le monde. J'en connais plein qui sont capables de rester 10 ans dans une boîte en plus pour 200 000 balles, hein, tu vois, donc... Oui, alors, tu sais, la difficulté, c'est qu'il faut... Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir. J'ai pas de jugement. Le truc, c'est qu'effectivement, quand tu as 30 ou 40 millions déjà dans ta poche, tu vois, on parle de gens qui sont 0,0001% de la population, et presque les chiffres, si tu veux, par rapport à des gens qui gagnent le SMIC ou à peine plus, c'est... Tu vois, les disproportions, elles me gênent. En fait. T'as quand même un peu galéré avant de cette boîte, non ? T'as eu des petits... Alors, non, étonnamment, non. Enfin, je parle juridiquement, non, des petits conflits. C'était avant. Okay. Donc, la boîte marchait très bien. 2010, moi, entre-temps, j'avais quand même des enfants, 3 enfants. Et avec 2010, ton associé avec mon associé Marie, que je ne citerai pas, mais que je remercie quand même de m'avoir aidé les premières années, parce que je n'aurais pas créé une partie de la valeur s'il n'avait pas été là. Et puis, en 2010, là, je dis, bon, allez, il faut vendre. Et je pense que c'était le meilleur moment pour la vendre. D'ailleurs, Webedia démarrait, et je pense que si j'étais allée voir Cédric à ce moment-là, ça aurait été encore mieux. Et lui refuse. Donc ça, c'est la problématique pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu as un désaccord Et comme c'était mon mari, c'était quand même délicat. Donc lui était quand même très techno. Il avait monté une boîte avant. Je m'étais aussi beaucoup reposée sur son savoir-faire d'entrepreneur. Et donc, je lui laisse de plus en plus la main. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je lui laisse de plus en plus la main. Et plus il prenait la main, et plus la boîte commençait à avoir une mauvaise tête. Donc là, j'étais dans un espèce de dilemme un peu cornélien, qui était de dire qu'est-ce que je fais pas. Bon, j'ai trouvé une sortie un peu étonnante, c'est qu'effectivement, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui m'a sorti de là. Et ça a été le début des emmerdes. Pourquoi ? Parce que effectivement, quand tu as ton premier associé dont tu dois te séparer, il va falloir sortir. Et sortir par le haut, c'est pas évident, surtout quand l'autre veut pas sortir. Voilà. Donc tu t'es séparée de ton associé Marie. Voilà, je me suis séparée de mon associé Marie, et en plus mon associé Marie, il avait créé plein de boîtes, donc j'avais plein de filiales. Il y avait 10 boîtes, tu vois, sur une boîte de 3,5 millions, c'était un truc de fou. Et donc j'ai dû réorganiser, simplifier, voilà. Donc vous avez divorcé en même temps ? Et on a divorcé en même temps, ouais. Donc c'était compliqué. Comment ça se passe dans la tête, là ? Mais ça doit être un... Écoute, au début, en fait, j'avais peur, J'avais peur d'abord parce que c'est quelqu'un qui était très dominant, qui était un peu très, très dominant. Donc c'était problématique parce que c'était très difficile de lui faire entendre raison. Et je savais que si ça partait pas droit, comme c'était un mec qui était assez juris-addict, je savais que je mettais la boîte dans le mur, tu vois. Et donc c'est dommage, parce que surtout quand tu divorces et que tu pars avec 0, parce que je voulais que ça se passe bien pour les enfants, donc je suis partie sans rien. Et donc là, tu as ton seul capital, c'est ton actif, c'est ta boîte, et puis tu vois que la boîte, elle fait ça. Donc tu dis, merde, qu'est-ce que je vais faire ? Pendant que je pose la question, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas d'indiscrétion, c'est juste que je me dis, te séparer d'un associé, c'est déjà monstrueusement compliqué. Le divorce, j'ai pas fait, mais je pense que c'est monstrueusement compliqué. Te faire les deux en même temps, avec les mêmes personnes... En fait, t'as pas le choix. Alors au début, t'as la trouille, donc tu recules devant l'obstacle. Et puis tu te dis, je vais trouver solution, je dis oui à tout ce qu'il me demande. Puis un jour, il pique de l'argent dans les caisses. Donc là, ça commence à prendre une sale gueule. Ok, donc il y a eu un élément déclencheur qui a fait bon. Alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Ça a été un élément déclencheur fort parce que je me retrouvais en fait avec... j'avais quand même des associés minoritaires, j'avais levé un peu de fonds. On n'a jamais fait des grosses levées de fonds, mais j'avais levé 780 000 €. Donc j'avais quand même des minoritaires qui étaient tous en plus des entrepreneurs assez aguerris, donc que je voulais pas décevoir. Et puis de l'autre côté, j'étais quand même celle par qui le bazar arrivait. Donc si tu veux, c'est aussi la difficulté pour tes associés, tes salariés, tes clients de comprendre ce qui se passe. Et là, effectivement, il prend de l'argent dans les caisses de la boîte. Donc là, pour moi, c'est ligne rouge, tu vois. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je vais voir un avocat et je rentre, je mets le doigt dans la prise. Et là, ça a été difficile parce que, effectivement, tu remontes le track record du truc, tu comprends que
Ça fait pas juste 2 ans ou 1 an que ça va pas, mais ça fait 10 ans en fait. Et puis tu remontes toute l'histoire et puis tu vois comment tout a été pensé pour que le jour où tu pars, tout se referme comme une nasse. Donc là, tu te dis que tu es un peu dans la merde. Et en fait, étonnamment, je reculais. J'ai eu la chance de rencontrer un psy qui suivait un de mes enfants, qui m'a expliqué la pathologie de mon ex-mari. Ça m'a beaucoup allégée parce que je me suis dit, bon, en fait, il y a des trucs qui sont pas clairs et en fait, c'est pas que de sa faute, c'est pas de ma faute. Voilà, il va falloir que je sorte du truc. Sur l'histoire de l'argent pris dans les caisses de la boîte, ça peut paraître un peu ridicule, mais je suis allée voir mon prêtre, parce que moi, je suis chrétienne pratiquante, et à qui j'ai dit, voilà, le problème, c'est que si je vais voir la police, c'est le père de mes enfants, il peut se retrouver en prison. Et de l'autre côté, si je le dis pas, je suis en déloyauté contractuelle vis-à-vis de mes associés. Qu'est-ce que je fais ? Et il m'a dit, la loi, rien que la loi. Et en fait, le fait que j'ai eu le go là-dessus, ça m'a libérée, en fait, dans ma capacité, en fait, à juste assumer le combat et de dire qu'il fallait que je monte au combat. Et je pensais que j'en étais pas capable. Et étonnamment, en fait, dans l'adversité, je me suis révélée être plutôt pas mauvaise parce que je suis assez rapide, assez efficace. Et en fait, lui, c'est le problème des gens qui sont un peu tordus ou un peu toxiques, c'est ils sont lents dans leur processus, ils réfléchissent 15 ans à l'avance, ils préparent leurs coups à 10 coups, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est être véloce. Et si tu es véloce, tu peux gagner des points quand lui, il est encore en train de réfléchir. Voilà. Donc, il faut avoir l'esprit assez clair. Et c'est là où les valeurs sont absolument essentielles, parce qu'il ne faut pas transiger avec les valeurs. Moi, j'ai 5 valeurs. C'est le partage, l'honnêteté, l'amour, le respect et l'engagement. Donc, c'est des valeurs qui ne sont pas venues comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est que j'y ai réfléchi. C'est pas le tout d'être croyante. Il y a un moment où tu réfléchis à tes conneries et puis tu... Voilà. Et sur l'honnêteté, ça a été très, très déterminant parce que là, on est rentré dans 2 ans de procédures qui ont été quand même assez complexes. Donc, c'était 2013, 14, 15. Donc, c'était avant le rachat par Webedia. Et où là, j'ai eu plus de 27 procédures. Et là, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que tu vas te retrouver le samedi matin avec les enfants, avec 12 courriers recommandés, des assignations à l'un, des assignations avec du papier bleu le mercredi après-midi. L'honnêteté, c'est quelque chose de très spécial parce que tu peux être malhonnête même dans ces moments-là. Ce que je veux dire par là, c'est que... justement, t'as pas intérêt. Tu peux, quand t'es assigné, que t'es machin, que tu regardes ton ex-mari ou je sais pas qui et que tu dis... Ok, on est d'accord là-dessus, et puis le lendemain, la jouer. Est-ce que quand l'autre en face est malhonnête, est-ce que tu dois être malhonnête ou est-ce que toi tu dois te tenir en tête ? Alors, moi, je te donne ce qui m'a réussi. Après, je dis pas que ce soit facile. Je pense que quand tu es à 2 doigts de te faire embarquer par la Gestapo et qu'on te demande est-ce que tu es juif, tu dois te poser la question. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, vous avez uniquement le droit de mentir le jour où vous avez votre vie en danger. Sinon, vous mentez pas. C'est une philosophie dans la vie. Alors, pourquoi c'est déterminant d'être honnête, même face à quelqu'un de malhonnête ? C'est d'abord, que tu es bien avec toi-même, avec ta propre colonne vertébrale, parce que d'abord, tu ne prends pas les pieds dans le tapis. Là, je lui ai dit ça, puis tu es aligné, tu n'as pas de problème. Alors après, la problématique, c'est ce que l'honnêteté coûte. Tu vois, je vais te donner un truc tout con. C'est que mon ex-mari, il avait pris la gérance d'un certain nombre de boîtes, la fameuse année 2010 où je voulais vendre, et j'ai pris un peu de recul parce que lui, il voulait pas vendre, et donc je bossais un peu moins. Je m'occupais un peu plus des enfants, puis je voyais la boîte qui était moins... Enfin, pas gérée comme je la gérais avant, on va pas dire moins bien, mais différemment. Et il m'avait signé des papiers de renonciation de gérance, tu vois, démission de gérance, au cas où il y avait un problème entre nous, comme ça, je pouvais... utiliser les dénonciations. Puis, quand ça a été le bordel 3 ans après, je présente ça à mes avocats. Bah ouais, mais Madame Doro, c'est des faux. Alors je dis, mais non, c'est pas des faux. Vous voyez bien, il m'a signé il est prêt à quitter l'entreprise. Puisque, bah non, vous l'avez fait quand, dans quel contexte ? Il n'y avait pas de date, tu sais, c'était pas daté. J'avais juste à remplir la date et à acter. Et il y a eu un débat avec mes associés et certains super entrepreneurs qui m'ont dit t'as envoyé ça en quoi recommandé, le mec est dégagé et on se prend pas la tête. Et j'avais un de mes avocats qui était protestant. Et les protestants, ils tiennent la ligne, je peux te dire. Ils n'ont pas d'état d'âme, beaucoup moins d'état d'âme que chez nous les cathos. Et il a dit non, la vérité, la loi, rien que la loi. Moi, je décommande d'utiliser ce document. Je dis ok, fine, je suis. Ça a été une vraie galère de pas utiliser cette dénonciation parce qu'il a fallu aller au tribunal pour faire tomber la gérance de cet homme. Et le tribunal de commerce, il déteste se mêler de relations des actionnaires entre eux. Et donc, évidemment, en première instance, on a perdu.
Enfin, évidemment, c'était pas évident, parce que tu peux te dire qu'un mec qui a pris de l'argent dans la boîte, ça c'est évident de le sortir. Et en fait, il n'est pas sorti, et donc il a fallu qu'on aille en appel. On a fini par avoir sa révocation de gérance, d'avoir un administrateur judiciaire. Alors, c'était pas sur la boîte principale que j'ai vendue, c'était sur la boîte techno qui gérait l'ensemble de la technologie, mais enfin qui faisait tourner le business. Hein, parce que nous, dans le digital, tu le sais mieux que moi, on a du business qui tourne sur un câble RJ45. Donc, le jour où tu as un mec qui débranche, tu n'as plus de chiffre d'affaires. Hein. C'est sûr. Donc, tu peux avoir la 5G maintenant. Ouais, donc voilà, oui, tu peux avoir la 5G, oui, c'est vrai. Mais voilà, quand c'est tes serveurs qui servent les quatre coins du monde parce que tu as du contenu, voilà. Okay. Donc, tout ça pour dire que non, l'honnêteté, elle paye. Elle paye pourquoi ? Parce que dans cette relation tripartite ou quadripartite, si tu mets les fournisseurs, quand les gens savent droit dans les yeux que tu leur mentiras jamais, jamais. T'as raison, c'est tellement... Jamais. Au prix que, parfois, tu recules. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une procédure que tu aurais pu éviter. C'est-à-dire que tu es prêt à payer le prix. Et tu vois, c'est pas une question d'argent. On parlait d'alignement, mais c'est exceptionnel ce que tu dis. Je suis complètement en accord. À un moment, en fait, quand les gens savent que jusqu'au bout t'y vas, tu vois, j'ai reçu Nicolas Collin, The Family, je sais pas si tu connais, qui va... Alors après, je connais pas les dessous de cette histoire, même s'il m'en a dit un certain nombre, mais lui, il dit, moi, je me bats jusqu'au bout dans cette histoire. En fait, je vais pas lâcher. Je vais aller jusqu'au bout. Il dit, mais en fait, c'est un cauchemar pour lui. Mais tu dis, en revanche, quand t'as investi de l'argent chez lui, sur la prochaine, tu dis, bon, bah, lui... J'ai confiance, tu vois, a priori. C'est hyper intéressant. Et l'amour dans ces valeurs-là, tu l'as cité tout à l'heure. L'amour, du coup, c'est resté dans la sphère privée maintenant ? C'est des choses qu'il faut... Alors non, alors l'amour, c'est l'amour au sens de l'acte empathique, c'est l'amour de l'autre. Hein. Je sais que ça fait assez cucu, hein, ce que je te raconte. Tu vois, c'est celui sur lequel je rebondis, donc c'est pas cucu du tout, c'est intéressant. Mais tu te rends compte que, en fait, parce qu'après toutes ces mésaventures juridique, à la fin de la journée, on a quand même pu présenter une boîte et réussir à la vendre et la vendre bien. C'est que tu as un collectif tout d'un coup et ce collectif, il se crée parce que d'abord, il y a un profond respect de l'autre. Et ce respect, c'est d'abord le fait d'aimer les gens. Ça peut être un peu con, mais les gens le sentent, en fait, quand tu t'intéresses à eux et que, sincèrement, tu as envie de connecter, de créer cette connexion qui crée non pas un rapport de collaboration, mais un rapport de coopération. Tu sais, on parle toujours des collaborateurs, mais pourquoi ? Parce qu'on est dans des mondes descendants, en fait, en termes d'autorité. Et le collaborateur, il est là parce qu'il touche un salaire et qu'il doit faire ce que tu lui dis de faire. Or, la réalité, c'est que quand tu obtiens, par ton écoute, l'attention de l'autre, de cette écoute, il peut y avoir une mise en mouvement ensemble. Dans cette mise en mouvement, en fait, tu crées la relation de confiance, au début à distance, et puis de plus en plus proche. Et dans cette relation de confiance qui s'établit, il y a le choix de l'autre de coopérer avec toi. Et de cette coopération naît une relation qui est d'une solidité indéfectible. Pas de prix. Voilà, qui n'a pas de prix. Il va falloir je te fais parler beaucoup parce que je suis ça m'intéresse. Désolée, hein. Non, c'est moi qui te pousse là-dedans en plus. Et j'en ai une dernière quand même là-dedans avant d'avoir quelques retours. Et je voudrais qu'on parle d'OVNI 2 secondes, que tu m'expliques pourquoi tu es rentré dans tout ça. Mais t'as l'air assez forte, quoi, assez poigne, assez, je sais pas si je peux dire dure. Comment on peut concilier... et c'est vraiment là, c'est une question personnelle que je m'applique et que je trouve qui me travaille le cerveau. L'amour et ça, tout ce que tu viens de dire, parce que c'est assez beau, mais t'as pas l'air complètement fleur bleue non plus dans le business, tu vois. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je pense que le mieux, c'est que si tu restes attaché à cette valeur, et notamment celle de l'honnêteté, et celle du respect de l'autre, du partage, honnêteté, amour, respect et engagement. C'est-à-dire, t'es engagé, si tu dis un truc, tu fais. En fait, tu arrives à mixer. Mon mari, que j'adore, il dit souvent, quand il me disait au début, toujours en plein amour, et je dis, mais qu'est-ce qui te plaît chez moi ? Il dit force et douceur. Tu vois, je suis pas loin, encore. Voilà, donc c'est ce mariage. Et je pense que les femmes, là-dessus, on a des choses à dire.
Parce qu'on a moins de problèmes d'ego, on a moins de problèmes de voilà, j'ai vendu ma boîte des millions, j'ai fait ça. Voilà, on a moins ce problème-là. De quoi tu parles? Et parce que ce qui nous intéresse, c'est le chemin, tu vois, c'est le chemin qu'on fait. Et le chemin qu'on fait avec les autres. Tu vois, avant de venir, j'étais avec celui qui a été mon associé bras droit pendant 15 ans, qui a bien connu, du reste, mon ex-mari, de fait. Et en se remémorant avant de venir, parce que là, tu me fais replonger 20 ans en arrière, on se rappelait des moments absolument lunaires. Et en fait, c'est cette osmose qui est belle. Et donc, qui fait qu'effectivement, oui, quand ça déconne, il y a un moment, il faut savoir couper. Si tu as un collaborateur qui ne va pas, il ne faut pas attendre 6 mois pour le sortir. Il faut savoir trancher et se faire confiance là-dessus. Et en même temps, avoir de la compréhension, de la tolérance vis-à-vis de la différence. Parce que parfois, les gens ne pensent pas comme toi. Et ce n'est pas grave, parce que c'est ce qui fait la richesse, le moteur d'une boîte. J'aime aussi ton approche de la vélocité, tu vois. On sent que c'est un sous-jacent qui revient vite. Et ça, j'aime bien. Pourquoi OVNI? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour... Alors d'abord, j'ai un vieil ami qui est ton associé, qui est Julien Coulon. Julien Coulon, et qui a été un de mes prestataires, en fait, pour Via France, puisque sa boîte permettait de démultiplier la performance des temps de réponse, en fait, des contenus. Et comme on vendait à des groupes mondiaux le contenu, il fallait qu'il soit servi aussi vite en Australie qu'au Brésil. Okay. Et Julien, donc je l'ai connu à cette époque-là, et puis on s'est revus en fait naturellement par réseau commun en tant qu'entrepreneur. Et je voulais mettre de l'argent et je voulais investir de l'argent dans des fonds d'entrepreneurs. Et donc il m'a raconté l'histoire d'OVNI, et c'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud, Augustin et Thomas. Voilà. Ok. Alors moi j'aime bien chercher chez mes associés ou les LP de OVNI. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? On m'a glissé dans l'oreillette que tu étais je crois que je peux le dire, une psychopathe de la due diligence. Non, mais c'est dingue, psychopathe, tu sais, moi je sais ce que c'est un psychopathe, donc non, je suis pas du tout une psychopathe. Mais tu vas chercher les moindres trucs, tu vas trouver c'est vrai? Non, c'est assez caricatural. C'est que moi, je pars du principe que quand tu montes un fonds, ça n'est ni plus ni moins qu'une boîte. C'est une entreprise comme une autre, en fait. C'est vrai, je l'ai vraiment découvert en le faisant. Ouais. Voilà, et donc, ok, tu prends 2 ou 2,2 par an, donc tu prélèves ta dîme. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette dîme pour que je m'assure que pendant les 5, 10, 15 ans que vont suivre ce fonds, tu vas potentiellement que tes hypothèses de travail. Donc ça s'analyse exactement comme une start-up, en fait, quelque part. Donc il y a rien de particulier à ça. C'est juste demander des métriques, c'est vérifier tes métriques. En l'occurrence, quand tu le fais pas sur une boîte, c'est pas très raisonnable. Après, c'est vrai que quand on a gagné beaucoup d'argent, on n'est pas forcément toujours assez regardant. Voilà. Et puis après, la clé de toute façon, quand tu investis dans une entreprise, parce qu'avant d'investir dans un fonds, j'investis dans une entreprise et ses associés. Et donc, j'adore Julien, naturellement. Et puis, quand j'ai rencontré Arnaud, puis quand je te rencontre aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est des super mecs. La clé, en fait, dans l'investissement, c'est les hommes et les femmes dans lesquels tu mets ta confiance. C'est ce qu'on en revient toujours à la même boucle. Mais voilà, il paraît que tu vas piquer, critiquer dans le bon sens, etc. Tu sais à qui tu me fais penser, en fait, dans mes invités que j'ai eus sur Génération It Yourself récemment? C'est un humoriste qui s'appelle Redouane Bougueraba. Tu sais qui c'est, Redouane, ou pas? Non, je connais pas. En fait, c'est un mec qui cartonne, qui est un Marseillais qui remplit j'allais dire le Stade de France, non, le Vélodrome, mais l'Accor Arena plusieurs jours. Je suis allé le voir récemment là-bas. Et en fait, son gros trip, c'est d'insulter les premiers rangs, mais t'as pas idée, mais d'une violence. Et en fait, il les insulte, mais il te le dit avec amour. Donc les gens viennent et payent plus cher les places au premier rang pour se faire déchirer la gueule. Et avec que des clichés et des trucs, mais par moments tu te dis, il peut pas dire ça en fait. Ouais, c'est tellement pas politiquement correct, il peut pas, les Chinois, les femmes voilées, les trucs. Mais il va tellement loin, mais il le fait avec tellement d'amour qu'en fait c'est à mourir de rire.
Et ce qui est drôle, c'est que quand tu vois ça, la due deal, tu vois que je lis un peu toutes ces préparations, ChatGPT, je sais pas, je crois qu'Arnaud l'a quand même, puis vous avez échangé aussi, mais et que je te découvre là-dedans, c'est qu'en fait, on comprend bien ce filigrane, c'est que tu as le droit de demander et d'aller un peu loin, tant que c'est fait avec un fond intéressant, avec amour, avec bienveillance. Non ? Ouais, c'est pas mal intentionné, jamais mal intentionné. Top. Tu m'as recommandé un livre tout à l'heure. Je sais pas si tu en avais d'autres, mais c'était à l'ère de l'intelligence artificielle, mais je l'ai pas trouvé. C'est Kai Fu Lee. Kai Fu Lee. Ça s'écrit comment, Kai Fu Lee ? Oh là, Bon, ok, non, t'inquiète pas, on trouvera, on mettra le lien après. Oui, avec plaisir. On trouvera ça avec Arnaud. T'as un autre livre à me recommander ? Tu vas le paraître un peu cucu, mais ça va avec. C'est Le Petit Prince. Ok, moi j'en ai un à te recommander. Ouais, tu l'as lu, L'île des Gauchers ? Non. Alexandre Jardin ? Je le recommande parce que j'ai enregistré un épisode de Génération It Yourself qui va sortir avec Alexandre Jardin. Ouais. Et je recommande avant à tout le monde de le lire. Et là, c'est plus un livre d'amour, mais qui va te plaire, je pense. L'île des Gauchers. Il doit avoir 30 ans, ce livre. Donc lisez-le tous. Je vous recommande ça, puisque c'est dans la thématique du jour aussi. On te suit sur LinkedIn ? C'est bien, c'est le bon endroit. Ouais. Donc on mettra évidemment le lien. Je recherche ma page avec ton profil LinkedIn qui est ici. De toute façon, on cherche Caroline Dero. Dero, c'est D-E-R-O, Veil, W-E-I-2-L. C'est ça. On mettra le lien. Il y a d'autres réseaux sociaux où tu aimes bien qu'on te suive ? Non. Sur Insta après, mais okay. Sur LinkedIn, sur le plan professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. On te retrouve le dimanche à l'église aussi. Et puis... Notre-Dame de la Compassion dans le 17e, je recommande parce que tu sais que... T'es dans le 17e, toi ? Oui, C'est où Notre-Dame de la Compassion ? Mais tu sais, juste à côté du... C'est pas rue Ampère ? Non, c'est sur Porte-Maillot. Tu sais, la petite église là, qui a l'air de rien. Et le prêtre est exceptionnel. C'est un type qui est un ancien dirigeant d'agence de com, d'ailleurs. Okay. Et vas-y le dimanche. Alors, je recommande d'y aller assez tôt parce que comme c'est une messe exceptionnelle, il y a beaucoup de gens. C'est vrai, extra. Voilà, on aura fait inattendu la promo de la messe du dimanche. Elle à quelle heure la messe du dimanche à Notre-Dame de la Compassion ? 11h, bah voilà. On s'y retrouvera dimanche ou pas. Et en plus, ça dure 50 minutes. Montre en main. Ok, donc on y va à 11h moins 10 quand même si on veut avoir des bonnes places. Merci Caroline, c'est vraiment un super épisode. Je suis ravi. Et je suis ravi de rencontrer une fois de plus une de mes associées. Voilà, venez nous rejoindre chez OVNI, venez nous rejoindre sur Roundtable. Super fond, super équipe. Et bravo à vous, vous faites du super boulot. Écoute, c'est vraiment mes associés qui sont les plus opérationnels. Moi, je ne fais que ça, tu vois. Ouais, mais je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Je me régale aussi et j'ai beaucoup de chance, donc merci à toi. Et puis voilà, vous pouvez aller sur Roundtable nous rejoindre, vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn tous, Arnaud, Augustin, Thomas et moi-même, et puis suivez les pages OVNI un peu partout. Sur YouTube, faites-le, ou sur les plateformes de podcast, d'audio. Je vous embrasse, et puis on va vous faire découvrir tout ce qui se passe aussi derrière OVNI, mais comme ces profils exceptionnels de Caroline. Merci Mathieu. Salut tout le monde. Ciao.